Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Il est né voici exactement un siècle. Il a été chanteur, peintre, acteur. Dans la vie, en revanche, il n'a jamais fait de cinéma. Vous en êtes le témoin pour avoir grandi auprès de l'un des plus grands, justement, Serge Reggiani, puisque c'était votre père. Bonjour, Simon Reggiani. Bonjour, je suis ravi. Et ben moi aussi, parce que 100 ans aujourd'hui, bon, je pense qu'il n'aurait jamais pensé à ça, mais c'est quand même un événement. Oui, c'est-à-dire que à plusieurs titres, étant donné, c'est-à-dire que, vous voyez, Serge était un interprète, c'est-à-dire qu'il a choisi à un moment de devenir un interprète, et ça a été vraiment un véritable apprentissage. Ses parents étaient coiffeurs. Il a appris son métier, c'est un métier, quoi, c'est un ouvrage. Et on va en parler justement. Ouais. Pour préciser, vous êtes vous-même réalisateur scénariste. Oui, oui. Vous avez grandi auprès de celui que vous appeliez Sergio ou Serge, mais jamais papa. Ouais, jamais papa, non. Ni ma mère était Annie, voilà. Voilà. Alors, on va évoquer, bien sûr, son souvenir. Il y a un livre qui sort, Dernier courrier avant la nuit, chez Archipel, que vous préfacez. On va en parler aussi. Ouais. Et puis, on va revenir, selon le principe des clés d'une vie, à des dates clés. Oui. Et la première, c'est le 26 avril 1944, car ce sont ses débuts à l'écran avec la sortie du film Le Carrefour des enfants perdus. Ouais. Et ça, c'est un film étonnant qui raconte l'histoire d'un centre novateur pour les mineurs délinquants. Ouais. Il avait fait les disparus de Saint-Agile. Oui. Il avait fait des panouilles, etc. Il sortait du conservatoire où il n'était pas rentré, je ne sais pas encore. Oui, la sortie de Cons, je ne sais pas très bien. Enfin bon. Et sur les disparus de Saint-Agile, il était obligé de plier les jambes parce qu'il était trop grand par rapport aux gamins avec le Vigan, tout ça. Là, c'était un film assez merveilleux. Il y avait Belushi aussi. Ouais, voilà. Et sur Carrefour, il me racontait la façon dont il avait eu le rôle aussi. C'est-à-dire qu'il savait que c'était, contrairement un petit peu à ce qui se dit, il savait en allant au casting que c'était pour faire un garçon de la rue, un garçon du faubourg, une canaille, on dirait Sarkozy. Mais donc il s'était présenté comme ça, c'est comme ça qu'il avait eu le rôle. Et dans les documents que François Scanetti a ressortis en coffret, qui sont des interviews donc filmées de Sergio, rue de Savoie, vers 1958-59, il raconte à propos de ce film une anecdote qui est par rapport à sa formation d'acteur, quoi. Alors, il faut savoir que le théâtre l'a toujours passionné. Oui. Puisque je crois qu'à l'école, il avait quelques soucis parce qu'en classe, il lisait des pièces de théâtre au lieu de suivre les cours. Ça, je sais pas du tout. Alors, je sais que en arrivant en France en 1931, il était premier de sa classe 2 ans après, quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui travaillait. Il a toujours énormément travaillé, Serge. Il vient d'Italie. Je crois qu'il est né à Reggio Emilia. Ouais. Alors c'est quoi Reggio Emilia? C'est les Reggiani. Ouais, c'est les Reggiani. Et puis c'est le Parmesan. Oui. Parmigiano Reggiano. Oui. C'est l'Italie rouge, l'Émilie, ce qu'on appelle l'Italie rouge parce que c'est la région la plus riche d'Italie. Vous ne pouvez pas acheter un hectare de terre, la fortune de Franquin n'y suffirait pas, excusez-moi, c'est une blague. Mais où les gens sont... c'est des racines, c'est de tout temps très à gauche, voire rouge. On appelle ça l'Italie rouge. Oui. C'est aussi là qu'il y a les partisans. Vous voyez, les principaux mouvements partisans à la fin du fascisme étaient dans les collines environnantes. Vous avez Bologne, qui est le chef-lieu de cette région. Parme, où il y avait qu'à 14 km, où il y avait Lino Ventura. Oui. Modène, où il y a l'assetto, ça veut dire le vinaigre balsamique. Et puis les Ferrari, ça c'est important, vous voyez. Les Ferrari, le grand-père de mon père, c'est mon arrière-grand-père, je crois, c'est-à-dire le père de sa mère, le père de Laetitia, a perdu toute sa fortune aux courses. Oui. À Modène. C'est pour ça qu'il y a les chevaux sur les Ferrari, parce que c'est les premières courses organisées avec des paris. D'accord. Et en même temps, cette région, j'en finirai, parce que vous avez d'autres questions, j'imagine, mais c'est, vous voyez, Cassavette, ça veut dire 1900 de Bertolucci avec Depardieu et De Niro, raconte l'histoire de la première coopérative agricole qui a inspiré Marx, Lénine, le Capital et tout ça, quoi. C'est-à-dire que
c'est une région particulière. Voilà. Région que la famille Reggiani quitte parce que il y a le fascisme qui arrive. Ouais. Il s'installe à Paris, où le père ouvre un salon de coiffure. Oui, ils avaient déjà un salon de coiffure à Reggio. Oui. Le problème, c'est que quand Laetitia et Ferruccio, donc mon grand-père et ma grand-mère, ont convolé en juste noces, ils ont mis leurs efforts en commun pour faire l'acquisition d'un magasin de coiffure en ville. Vous voyez, ça veut dire plutôt dans la périphérie. Et là est arrivé le fascisme, et à l'intérieur de la famille, il y a eu du tirage pour essayer de récupérer le salon de coiffure dont ils avaient fait l'acquisition. Et comme mon grand-père était pas d'obédience fascisante, ça lui a valu de gros ennuis, et il a dû quitter avant mon père et ma grand-mère l'Italie. Serge et Laetitia l'ayant rejoint à Yvetot 6 mois après. En Normandie. Voilà. Et pour finir sur cet aspect de la vie, du périple, c'est-à-dire qu'on se pose toujours la question de savoir si mon père, ces gens avaient fui le fascisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fascisme, c'était une guerre civile, quelque part. Vous voyez, ils avaient fui des problèmes interfamiliaux qui avaient entraîné l'arrivée du fascisme. Mais aussi, Laetitia se targuait, contrairement à ses sœurs, elle avait 4 sœurs. Donc Laetitia, la mère de Serge. La mère Jenny. de Serge se targuait d'origine aristocratique. Et elle les avait, c'est-à-dire que c'était la petite fille de la dernière Médicis, Caroline. Et donc, en arrivant en France, c'est-à-dire en étant forcée à l'émigration par la faute quelque part de Ferruccio, de son mari, elle a fabriqué un prince, vous voyez, quelque part, avec Sergio. Voilà. Ils étaient collés. Serge dormait avec sa maman, pas couché, dormait, régulièrement avec sa mère jusqu'à l'âge de 15 ans. Vous voyez. Oui, c'était vraiment un lien total. Alors, Oui. et il avait aussi ses copains de la rue qu'il appelait l'italien. Oui. Et l'italien, c'est devenu une chanson. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Cette chanson symbolise parfaitement Serge Reggiani. Absolument. Elle est très, très, très... J'étais très fier au moment de sa disparition parce que vous avez toute une génération d'artistes issus de l'Italie, de l'immigration italienne. À l'époque, vous avez Montand, Ventura, Reggiani, Piccoli. Et au moment de la disparition de mon papa, il y avait les premières pages des journaux titrées sur la disparition de l'italien. Alors, il y a la chanson, mais c'est vrai qu'il avait toujours été considéré, y compris par le public, comme étant plus italien que les autres, très, très curieusement. Il disait d'ailleurs italien en France, français en Italie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il avait le cul entre deux chaises, un peu. Alors, il se trouve que, son père veut qu'il soit coiffeur, ça marche pas du tout, il se fait virer, et puis il découvre un peu le théâtre, la danse, grâce à une dame qu'il voit danser, et il va commencer par faire de la figuration, et il veut faire ce métier, Serge Reggiani. Oui, c'est-à-dire il était responsable des couleurs dans le magasin de coiffure de ses parents. Et il s'était planté sur les produits un beau jour, et la dame sur laquelle il officiait avait perdu la moitié de ses cheveux. Vous voyez, pas terrible. La moitié des cheveux étaient restés à la bassine, et c'est elle qui lui avait conseillé. Il y avait un conservatoire en face, en fait. Ça s'appelait le truc de l'école d'art dramatique quelconque. Le conservatoire des arts cinématographiques. Voilà, avant d'aller au cours Simon. Oui. Elle lui avait conseillé donc de renoncer à la coiffure, parce qu'il devait être... Serge c'est peut-être son côté italien aussi, ça l'a blessé au début de sa carrière, c'est qu'il travaillait, il jouait beaucoup avec ses mains. Vous voyez ce que je veux dire, comme les Italiens, quoi. Il parlait avec ses mains, comme on dit. Il était beaucoup dans les pantomimes, contrairement à ce qu'on pense. Mon père avait une nature comique à l'origine. Il a travaillé beaucoup avec Francis Blanche. Vous voyez ce que je veux dire. Il a commencé dans la chanson avec Jacques Martin aussi. Oui. Ils faisaient des shows ensemble, tout ça. Le côté
clown triste, qu'on lui reproche parfois, mais aussi qui en fait un personnage très attachant. Et s'est imposé petit à petit. C'était pas au départ sa nature. Il y a une chose qu'on sait peu sur Serge Reggiani, Simon Reggiani, c'est que son professeur de théâtre, ça a été Léon Smet, le père de Johnny Hallyday. Est-ce que c'était son professeur? Ça, j'étais... si vous voulez, je fais un peu attention à ce qu'on dit. Et donc, étant à la disparition de Johnny, moi j'ai fait beaucoup de rock'n'roll, donc mais avec Vince Taylor, qui était un petit peu le vis-à-vis ou le concurrent de Johnny Hallyday au début de sa carrière, avec ce fameux truc. Bon, on va pas parler de Johnny, mais quand au moment de la disparition de Johnny, c'était dans Libération, on a dit voilà. Le papa qu'il avait abandonné et qui ensuite s'incrustait pour essayer de... n'avait qu'un ami, c'était Serge Reggiani. Et vraiment, je suis tombé des nues parce que je pense qu'il a dû le croiser, peut-être faire un ou deux trucs avec lui, parce que c'était le groupe Octobre aussi. Il y avait un côté avec Prévert ou je sais pas quoi. Oui, mais il y avait aussi Léon Smet était comédien à l'époque. Il a été prof de Sergio. Il a été le prof de Sergio. Ah oui, vous me l'apprenez. Voilà, écoutez, on se partage les apprentissages. Non, mais c'est merveilleux. Et je crois que c'est quelqu'un. Là, c'était un saltimbanque un peu, quoi. Mais complètement, comme Serge. Et alors, il y a le côté acteur, et puis il y en a un autre qu'on va évoquer dans quelques instants à partir de notre date, le 21 novembre 1964. A tout de suite sur Sud Radio avec Simon Reggiani. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Simon Reggiani pour parler de Serge Reggiani, dont on célèbre aujourd'hui le 100e anniversaire. Il est né en 1922, très exactement. 1922 qui est une date qui correspond pour vous à quelque chose? Oui, c'est-à-dire que c'était une chose importante pour lui aussi, parce que, et pas seulement pour lui, il y a toute une génération d'acteurs italiens, je pourrais pas vous dire précisément lesquels, mais par exemple, il a fait la terrasse de Scola, qui réunissait Sordi, Mastroianni, le capitaine, là. Et un certain nombre d'entre eux étaient nés aussi en 22. Et 22, ça s'appelait la leva, la relève. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'était la marche sur Rome de Mussolini. Du coup, les enfants qui étaient nés à cette date étaient privilégiés. Ils recevaient tous les ans, de la part du régime fasciste, une boîte avec un uniforme particulier qui les distinguait des autres. Et Serge, qui était très petit, il avait 8 ans quand il a émigré, regrettait, sans être un fasciste évidemment, ses privilèges. Alors il se trouve qu'il y a une autre date qui est importante, le 21 novembre 1964, parce qu'au journal télévisé, c'est la première fois qu'il chante ceci. J'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pouvais plus vivre avec sa peine. Chanson de Boris Vian. Et au départ, c'est Jacques Canetti qui a beaucoup travaillé avec Boris Vian, qui lui demande de chanter des chansons de Vian. Il adore Vian, il dit oui. Et ce sont ses débuts dans la chanson. Oui. Et c'est-à-dire que c'est vrai que Vian était donc un musicien. Oui. Un zazou. Complètement. Quelque part. Serge aussi. Oui. Il se réclamait au moment de la par rapport à l'époque de l'occupation, il se réclamait, il se positionnait en tant que zazou, en tout cas. Et aussi, on avait un ami qui était Robillot, qui faisait des traductions et qui était le patron du collège de pataphysique. C'était aussi un pataphysicien qui écrivait des chansons, mais pour lui c'était, je ne sais pas s'il classifiait ses domaines d'intervention en fonction de valeurs particulières, mais c'était pas son activité principale. Il écrivait des romans. Et donc, oui, enfin, il y a, si vous voulez, il y a Vian était quelqu'un de familier. Moi, ça m'étonne pas qu'il ait commencé par chanter Vian. Voilà. Et puis c'est merveilleux. Et puis ça a marché à la surprise générale. Le disque a connu un certain succès. Et puis, il y a quelqu'un qui a entendu cet enregistrement et qui a tout de suite cru en Serge Reggiani chanteur, c'est Barbara. Mais... Car je crois qu'elle lui a proposé de faire Bobino à condition qu'il prenne des cours parce qu'il n'était pas... Il avait un souffle d'acteur mais pas de chanteur. Oui, on pourrait résumer ça comme ça.
C'est-à-dire que on revient avec l'acteur qui parle avec ses mains aussi. C'est-à-dire que et à la nature comique en fait de Serge à l'origine, parce qu'il était court, vous voyez ce que je veux dire, bon, et assez vivace. Elle lui reprochait surtout à chaque fois de faire un sketch à l'occasion de chacune de ses chansons. Et c'est là-dessus qu'elle l'a fait beaucoup travailler. C'est encore une fois dans le coffret de Françoise Canetti dont je parlais tout à l'heure qui parle de ça, de sa relation avec Barbara et de la façon dont elle a été son professeur en réalité pour passer de l'actorat à la chanson, même si il y a des gens qui se demandent s'il a été véritablement chanteur. Moi, je prétends que oui. Oui. D'ailleurs, il avait chanté dans des pièces radiophoniques avant même de commencer à chanter Vian. Oui, il était très polyvalent. Et si vous voulez, son grand-père, dont je parlais tout à l'heure, qui avait perdu une partie de la fortune familiale aux courses à Modène, donc à 14 km de là, chanter, à partir du moment où il a perdu la fortune familiale, c'est la formation de l'Italie, à ce moment-là, la Révolution, Garibaldi, le Guépard, voilà. À partir de ce moment-là, il a arrêté de parler, il est devenu postier, le grand-père, et il chantait Verdi. À la place, pour s'exprimer, il chantait Verdi. Et les sœurs de ma grand-mère, ainsi que ma grand-mère, allaient tous les week-ends au théâtre municipal de Reggio pour chanter Verdi de la même façon. Donc il a baigné là-dedans. Il en parle aussi assez bien dans un certain nombre d'interviews. Il était chanteur. Avant, si vous voulez, après Casque d'Or, quand il a arrêté, il avait un petit peu des problèmes au cinéma. Il était un petit peu blacklisté par les producteurs. Il faisait du théâtre, beaucoup avec Maria Casares, et puis les séquestrés Altona. Moi, j'étais dans le ventre de ma mère quand elle jouait sa sœur en tournée dans les séquestrés. Mais il enregistrait aussi, il faisait beaucoup des pièces radiophoniques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se perd un peu, je sais pas, mais je trouvais ça vachement intéressant à l'époque. Et il enregistrait des disques pour enfants. Moi, je ne voyais pas beaucoup mon père dans ma toute petite enfance. Par contre, j'écoutais Davy Crockett, Ben-Hur, le livre de la jungle, en 2 tomes, raconté par mon papa. Et alors, Barbara a tellement cru en lui qu'il est devenu vraiment... Il y a un mimétisme entre les deux. Un journaliste en 66 dit « Ils ont plusieurs points communs à force de chanter ensemble ». Et à cette époque-là, il y a un 2e disque qui sort de Serge Reggiani. Et il y a une chanson qui est un classique, une chanson qu'il dit ne pas pouvoir chanter au milieu du tour de chant tellement elle est forte. C'est « Les loups sont entrés dans Paris ». Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Cette chanson est fabuleuse, on peut écouter ça. Il y a une force dans cette chanson extraordinaire. D'ailleurs, elle est une référence de la guerre aujourd'hui. Oui, je l'écoutais dernièrement par Internet avec une Roumaine, une amie. Et donc, comme il y a de Croatie, de Germanie, et qu'il y a les Carpates qui sont là, en Roumanie, elle faisait un peu la gueule, mais en dehors de ça, on l'écoutait à cause de la situation qu'on est en train de traverser en ce moment, dans l'histoire de l'homme et de la pensée. Alors, c'est Vidali qui a écrit cette chanson, et Vidali était un auteur donc d'origine russe, vous voyez, qui travaillait donc dans les cabarets où chantait Barbara, Aznavour, etc. C'est-à-dire sur Mouffetard, dans tous ces quartiers. Et Serge Flore lui avait demandé de lui écrire une chanson. Et Vidali, il avait envoyé paître en disant « Moi, j'écris de la poésie, j'écris pas des chansons », alors qu'il le faisait, si vous voulez. Et je me souviens, alors que j'étais tout petit, j'avais 7 ans, on venait d'arriver à Paris, donc il avait déjà fait son premier album, il préparait le 2e, puisque c'est dans le 2e, je crois qu'il y a les loups, tout ça, avec le texte de Claude Roy, tout ça. Donc, à 6h du matin, Vidali a téléphoné dans l'appartement que nous avait prêté Michel Auclair, comédien pour célèbre. lui dire, voilà, j'ai écrit un truc, je sais pas, et c'était Les Loups. Voilà. Et curieusement, à la surprise générale, Serge Reggiani, en pleine période yéyé, devient l'idole des jeunes, Simon Reggiani. Ouais. Il a eu beaucoup de succès
très vite, si vous voulez, très tôt, enfin très immédiatement. À partir du moment où il s'est produit sur scène, d'abord en première partie de Barbara. Oui. Simplement, alors ils ont fait aussi le Québec ensemble, etc. C'est une grosse histoire avec Barbara. Et ensuite, il y a eu, c'est Barbara qui a présenté Moustaki à Serge Reggiani, et il y a eu entre autres cette chanson. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux serrés. La chanson de Moustaki, d'ailleurs, qui était un hommage à Piaf, avec qui il a vécu. Elle n'avait plus 20 ans depuis longtemps. C'est ce qu'il a dit, en tout cas, Moustaki. Voilà. Et Reggiani, ensuite, a conseillé à Moustaki de chanter le métèque, et c'est comme ça que sa carrière a démarré. Oui. Je ne vais pas contredire Joe, qui était un très très grand copain, jusqu'à la fin. Quelqu'un qui nous était très proche. Oui. Et donc, simplement, à l'origine, c'est Baudelaire, si vous voulez. Oui. D'abord, c'est, si vous la voyez, bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, messieurs, ne jetez ni jurons ni ordures au visage fardé de cette pauvre impure, que déesse famine a, par un soir d'hiver, contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette déesse-là, c'est mon bien. Et parce que, en même temps, Piaf, bon, mais oui, il avait eu son histoire avec Piaf. Sergio a fait un film aussi avec Piaf. Bien sûr. Et avec Montand, où il faisait l'ingé son. Comment ça s'appelait ce film? Enfin bon, peu importe. Non, ce que je veux dire, c'était hyper gonflé de chanter les seins si lourds, de trop d'amour, ne porte plus vous voyez ce que je veux dire, c'était pas très sexy, et ça fait un carton. Un carton. On va continuer à évoquer Serge Reggiani avec une autre date, une date qui vous dira quelque chose sans doute, Simon Reggiani, le 24 avril 1993. Oui. À tout de suite sur Sud Radio, avec Simon Reggiani pour parler de Serge Reggiani. Je vous en prie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Simon Reggiani, fils de Serge Reggiani, pour les 100 ans aujourd'hui de Serge Reggiani. Vous préfacez aussi un livre, Dernier courrier avant la nuit, à l'archipel, on va en reparler. Et puis, il y a ce coffret, Reggiani à 100 ans, qui sort avec un film et des chansons. Coffret, oui. Avec et puis, très beau texte de Claude Lemay. Oui. Exactement. Le 24 avril 93, c'est une date importante parce que sort un film que vous connaissez bien, qui s'appelle De force avec d'autres. Oui. Car c'est vous qui l'avez réalisé sur Serge Reggiani. Et c'est un film particulièrement émouvant et je pense unique en son genre. Oui. De force avec d'autres est un film, effectivement, un petit peu, on se demande si c'est de la fiction ou de la réalité. Oui, parce que évidemment. vous évoquez les cures de désintoxication de Serge Reggiani, qui est tombé dans l'alcool à suite de tas de problèmes. C'est-à-dire qu'on va avec les circonstances. C'est-à-dire que mon papa n'allait pas très bien à ce moment-là, et il était engagé pour passer une dizaine de jours à l'Olympia, et l'échéance se rapprochait. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais accompagné mon père, je faisais la poursuite et la régie de ces spectacles depuis un moment. J'avais besoin de gagner ma vie, tout simplement. Et je le vois au retour d'une tournée à l'aéroport partir tout seul, comme ça, j'étais pas au courant, et il partait faire le film d'Angelopoulos, L'apiculteur, avec Mastroianni. Je dis, mais on peut pas le laisser partir comme ça, quoi. Et donc, je suis parti avec lui, et j'ai pris l'habitude, à partir de là, à l'accompagner sur les tournages, parce que je représentais comme une espèce de rassurance pour lui, qui avait un trac énorme à l'idée de refaire l'acteur à chaque fois. Donc, j'ai voulu, après, ou parallèlement à l'écriture du livre qu'il m'avait confié, avec La question se pose. Son premier livre, oui. Son premier livre. Faire un clip. Donc, il y avait Berkov tout à l'heure, qui était directeur de collection à ce moment-là de Lafon pour ce livre. Faire un clip littéraire, ça s'est tellement bien passé. On a tourné 3 nuits avec l'équipe de Tavernier, Alain Chocard, que j'ai décidé de redonner un espace au cinéma à Sergio, qui était souvent sollicité, et je l'accompagnais, mais pour 2-3 jours sur un film, vous voyez ce que je veux dire. Et ce film, justement, De force avec d'autres, vous évoquez donc ça tombait dans l'alcool et ça remontait, parce qu'il est parvenu, à la force de son caractère, à s'en sortir, ce qui n'était pas évident. Oui, c'est-à-dire que c'est une espèce de parabole, si vous voulez, sur un père qui demande à son fils de répondre à des questions très personnelles, qui ne regarde pas véritablement son fils. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une limite dans
dans des rapports fusionnels qu'on peut avoir avec un père qu'on adore, et je pense que c'était réciproque. Donc sur la question de sa responsabilité dans la disparition de son petit frère et celle de mon demi-frère à moi. Stéphane. Ouais. Et donc Serge allait pas bien, du coup, voilà, je suis parti d'abord à écrire ce livre, et puis ensuite à continuer à... comme les réponses, on les trouve pas à ce type de questions. Vous voyez ce que je veux dire, l'acte, la responsabilité de l'acte... Et donc, j'ai décidé de le ramener d'abord dans sa ville natale, parce qu'il n'y avait pas été depuis très longtemps, comme si c'était une espèce de cure de jouvence. Ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Et puis ensuite, de le suivre, parce que ça se passait... Donc c'est moi qui faisais le rôle principal auprès de mon père, qui faisait le gars qui écrit le livre de son père, en fait, dans le film. Je me servais de la caméra comme d'une machine à respirer, un peu pour lui permettre de gagner sur ses angoisses. Et puis je me suis dit, mais non, ça suffit pas. Donc il a été hospitalisé en cure de désintoxication d'alcool avec le très bon docteur Madame Sokolov à Saint-Cloud, et qui m'a permis, cette dame, de tourner 2 jours. En 2 jours, j'ai fait 25 minutes du film, qui était une pure fiction, c'est pas du tout. Et j'ai décidé de me faire remplacer auprès de mon père, comme quand il chante une chanson qui m'est destinée, Petit Simon, tu verras, gna gna, et que en réalité, elle s'adresse au public. Du coup, c'est pour ça que ça s'appelle De force avec d'autres, parce que il prétend, ce qui n'était pas le cas, avoir des réticences en tant que vedette ou ce que vous voulez, à partager sa chambre avec d'autres. Et en vérité, donc c'est Denis Lavant qui va arriver, qui avait des problèmes d'alcool aussi, parce qu'il sortait des Amants du Pont-Neuf, qui était un énorme film qu'il avait fait avec Carax. Et donc, ils se sont tous retrouvés là. Et il a retrouvé sa nature comique. Le film démarre sur un ton assez tragique et finit. Et effectivement, ensuite, il a un grand succès à l'Olympia. Tout se passe bien, quoi. C'est une espèce de happy ending assez rigolo. Et vous parliez justement de l'angoisse de Serge Reggiani avant d'entrer en scène. Je crois qu'il jouait au poker quelquefois avec ses musiciens. On jouait tout le temps au poker. Voilà. J'adore ça, ouais. Et il mettait les mains sur sur la batterie. Ça, c'était un porte-bonheur. Ouais. Et il entrait en scène avec une chanson qui, finalement, en filigrane, vous est dédiée. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour, comme tu lui ressembles. Eh, ce petit garçon, c'est vous, Simon Reggiani? Alors, si vous voulez, étant donné... Vous voyez, c'est-à-dire que Serge disait qu'il avait peu de rapport avec ses enfants tant qu'ils ne devenaient pas adolescents, tant qu'ils n'étaient pas capables de raisonner et de débattre avec lui. Et donc, il y a eu la chanson de Dabadi, Les mensonges d'un père à son fils, dont je considérais qu'elle m'était adressée, et c'est lui qui m'avait dit non, pas du tout. Ça veut dire que c'est le petit Simon, tu sais, petit Simon, tu vivras la liberté comme moi, etc. Évidemment, c'était un message qui m'était adressé, mais il me faisait comprendre qu'il ne fallait pas que je me la pète, que ça appartenait, c'était voilà, à destination du plus grand nombre. Et c'est que dernièrement que je me suis aperçu que le petit garçon aussi m'était quelque part destiné, parce que mon frère, à ce moment-là, il avait 20 ans, et moi j'en avais 6. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, enfin bon, elle m'est pas destinée, c'est une chanson de Dabadi. C'est rigolo, parce qu'il était très jeune, Jean-Loup, à ce moment-là. Il avait 24 ou 26 ans, je crois. Il s'est acheté une Rolls avec les droits de la chanson. Et donc ça a marché. Oui, et c'était son premier boulot, pour ainsi dire. Après, c'est marrant ce gars-là. Ensuite, il a écrit les films de Sauté, qui étaient partie de la famille, Claude Sauté. Claude Sauté, je faisais du saxophone, ça le rassurait, c'est une rassurance, etc. Parce que je joue, donc je faisais mes gammes au Redon, dans la maison qu'on avait dans le sud. Donc, ce que je veux dire, c'est que, je sais plus quelle était la question, mais oui. Alors il y a ça, il y a Tu écris, je peins ma vie. Ensuite Claude Lemel s'y est mis aussi. Je crois qu'il y a 4 chansons où on dialogue avec Sergio. Alors il faut savoir aussi que la carrière de Serge Reggiani, il y a eu des hauts très vite, et il y a eu des bas parce que les metteurs en scène, les producteurs ne voulaient plus de Serge Reggiani et les metteurs en scène devaient l'imposer parfois. Oui. Alors si vous voulez, c'est vrai. C'est vrai que je sais pas, que peut-être Serge, par son talent, etc., aurait mérité
de figurer au même titre et d'avoir les mêmes salaires, surtout que Yves Montand, évidemment, il a appris son métier à Montand, sur Les Portes de la Nuit, enfin sur les trucs, et puis sur le film avec Piaf, etc. C'était clair. Mais il a eu du succès tout le temps, Sergio. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un gamin qui est arrivé d'Italie. Donc, si vous voulez, c'était quelqu'un, on disait qu'il avait mauvais caractère aussi. C'est quelqu'un, on disait qu'il avait le complexe de l'échec. Il n'allait pas au-devant du succès, il allait au-devant du travail et à la recherche de la qualité et de la poésie, de la qualité avec un certain nombre d'exigences. C'était le groupe Octobre, c'était le Prévert, qui étaient des préceptes qui allaient à contresens un petit peu de la recherche du succès. Le groupe Octobre, c'est des gens qui allaient jouer dans les usines, bien pour sûr, les ouvriers, avec Prévert, vous voyez ce que je veux dire, avec Prévert, avec Pigault, avec Margot Capelier, avec Duhamel, Marcel Duhamel, et avec Pierre Prévert et Jacques Prévert. Il était très copain avec Pierre, essentiellement, Serge. Il était évidemment très admiratif de Jacques. Mais donc voilà, cette question, lui, ça l'a amusé qu'on lui dise, qu'on lui rappelle. C'était Denise Glaser. Moi, j'ai vu dernièrement une émission de l'époque. Elle était merveilleuse, cette dame. Mais qui disait, voilà, c'était au début de sa période où il s'est mis à chanter. Il dit, ben voilà, c'est vrai, mais... Monsieur Reggiani, comment se fait-il que vous, un acteur comme ça, enfin, vous n'ayez pas la place, vous n'ayez pas réussi à obtenir la place qui vous revient. On va pas en parler pendant... Mais lui, il disait non, enfin, je veux dire, tout va très bien. Et en même temps, à partir du moment où il s'est mis à chanter, où il a eu du succès, beaucoup de succès, il a refusé de continuer à faire du cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il était devenu indépendant. Là, c'était plus les producteurs, ses rapports directs avec le public. Jean-Louis Bory, qui était le patron de l'Olympia... Jean-Michel Boris. Jean-Michel Bory, excusez-moi. Donc, me disait un soir, à la sortie de la loge de Serge, c'était une première, je sais pas, il me disait, oh, ce qu'il y a, c'est que le public l'aime, quoi. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Mais le public là, l'adorait. c'est le public qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Cette séquence du Discorama, d'ailleurs, figure dans le coffret Reggiani à 100 ans, avec les 3 CD, le DVD qui vient de sortir. Ouais. Alors, il y a une chose étonnante aussi avec vous, c'est que, bon, il vous a élevé, vous êtes resté avec lui après le divorce de vos parents. Ouais. C'est devenu fusionnel, pratiquement. Oui, absolument, ouais. Bah, si vous voulez, à partir du moment où on a quitté cette maison dans le Sud, où lui était très souvent absent, et qui était la fameuse maison de la chanson Et puis, vous savez, et puis, j'allais dire déjà, on ira en Provence, dans la maison, etc. C'était un nid, c'était un endroit merveilleux. On avait Picasso comme voisin, Marcel Duhamel au-dessus. Moi, il y a 3 tableaux qu'a fait Picasso que j'ai jamais vus, où je vole dans ces arbres fruitiers à Notre-Dame-de-Vie. Mais voilà, lui était absent. Quand il a eu du succès, on est arrivé à Paris. Il avait cette histoire un petit peu avec Barbara quand même. Ma mère essayait de le reconquérir. Moi, en pension, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai passé 5 ans à partir. Le succès de mon père, pour moi, ça a été terrible. Je me suis retrouvé dans des endroits... La première fois, dans un endroit terrible. Et la deuxième fois, c'est moi qui ai demandé à retourner parce que j'avais plus. Vous voyez, il n'y avait plus la place dans les années 70. On n'était pas élevé de la même façon que maintenant. Et donc, c'est vrai que à la séparation la séparation de mes parents a consisté dans ma sortie de pension. Et on s'est retrouvés tous les deux. Moi, avec la capacité de raisonnement qui était celle d'un garçon un peu comme il avait été un garçon du faubourg, un garçon qui sort de pension et qui était un peu rebelle. Moi, j'étais un peu, voilà, comme ça. Et on partageait cette grande maison, moi avec mes copains du rock'n'roll. Et c'est marrant parce qu'en même temps, je fréquentais donc Jean-Pierre Calfon, Pierre Clémenti, qui avait commencé dans Le Guépard. Mon grand frère avait commencé avec Les Idoles, qui était donc une pièce de Marco, dans laquelle situationniste, donc un peu d'extrême gauche, vous voyez ce que je veux dire, avec aussi Bernadette Lafont, tout ça, dans laquelle
mon demi-frère faisait de la clarinette. Donc il y avait comme ça, voilà. Et donc oui, c'est vrai, on a eu un rapport fusionnel jusqu'à la naissance de ma fille Pandora. Là, j'ai dégagé. Alors, tout ça, justement, on va en reparler à travers une date, celle d'aujourd'hui, l'anniversaire, Ouais. le 2 mai 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Simon Reggiani pour célébrer le centenaire de la naissance de Serge Reggiani. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Serge Reggiani aurait 100 ans aujourd'hui. Dans les clés d'une vie, je reçois Simon Reggiani, son fils avec qui vous avez un lien fusionnel, pour évoquer cet anniversaire. Et vous faites la préface de ce livre, Dernier courrier avant la nuit, à l'archipel. Et vous vous interrogez en même temps à travers cette préface sur votre père, sur cette relation. Et vous lui parlez en évoquant sa carrière, Simon Reggiani. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été son premier fan. Ouais, ce qui est un petit peu gênant pour un fils. Il y a des choses que je crois que le regard en fait que je portais sur son travail, et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est-à-dire que ça prenait une grande part, une grande place. Le travail prenait une grande place dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire. Le regard que je portais était un petit peu celui qui portait lui-même. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, on se retrouvait là-dessus. Il était dupe de rien, c'est-à-dire qu'il y avait un masque pour le cinéma, Ouais. et le masque tombait à la maison. Voilà, d'où l'insatisfaction, le trac, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Il prenait jamais rien pour acquis. Vous voyez ce que je veux dire. Jusqu'au bout, jusqu'à... Ouais. Alors, vous évoquez aussi dans cette préface, Simon Reggiani, votre mère, Annie Noël, Oui. qui a vraiment été l'agent, entre guillemets, Oui. de Serge Reggiani. Oui, c'est-à-dire qu'elle elle était comédienne à l'origine. Donc, ils se sont rencontrés sur Les Trois Mousquetaires, dans la compagnie Grenier-Husneau. C'était Jean Rochefort qui parlait avec Patricia Mazui, qui a été longtemps ma compagne, d'Annie, et de la rencontre avec Serge sur cette pièce, Les Trois Mousquetaires, parce que lui regrettait un petit peu que Annie soit partie avec Sergio à l'époque. Elle a mis sa carrière à elle en tant que comédienne, c'était une actrice entre parenthèses, pour s'occuper effectivement beaucoup de Sergio. D'accord, même les pochettes de disques, c'est elle qui les choisissait. Elle a écrit Le Monsieur qui passe. Eh bien justement, oui, c'est ouais. une chanson qu'on va écouter. Je vous en prie. Je voudrais être ce monsieur qui passe. Il a le sourire des gens satisfaits. Et dans sa tête d'où rien ne dépasse, tout est à sa place, tout est rangé. Très belle chanson, et on ignore souvent Ouais. que c'est votre mère qui l'a écrit, c'est Simon Reggiani. C'est issu, c'est le début d'une pièce de Musset. Je voudrais être ce monsieur qui passe. Je sais plus laquelle. C'est une pièce très très connue, c'est pas Lorenzaccio, c'est une autre, mais... donc c'est aussi une pièce sur le théâtre. C'est une chanson sur le théâtre, vous voyez ce que je veux dire, sur la relation de l'interprète au personnage. Je voudrais être l'autre. Je voudrais devenir un autre. Alors, dans ce livre, Dernier courrier avant la nuit, il y a une lettre qui vous est adressée, parce qu'il adresse des lettres à Ouais. ses amis, et il signe ton emmerdeur de père. Ouais. C'est affectueux. C'est affectueux. Très vraisemblablement. Je l'ai pas lu parce que j'en ai eu tellement des lettres de mon père. Si vous voulez, quand on habitait rue de Sévigné, il était très... Il avait besoin d'un lien. Serge n'était pas... la table était une chose importante. Les dîners, les réunions dans la convivialité avec ses amis, faire des pâtes, bien bouffer, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire un petit peu à la Lino Ventura. Ben voilà, mais il y avait des matchs justement entre Lino Ventura et votre père sur les pattes. Ouais, la seule fois où je les ai vus ensemble, c'était à la Colombe d'Or, à qui on doit beaucoup à ces gens-là, à toute cette famille, génération après génération. Maintenant, c'est François qui est à la tête de cette auberge. À Saint-Paul-de-Vence. Oui, à Saint-Paul. Et donc, c'est la seule fois que je les ai vus ensemble, Serge et Lino Ventura. Lino était à la terrasse attablé. Serge est passé, ils se sont dit bonjour. Et Lino lui a demandé, voilà, alors, est-ce que tu veux qu'on dîne ce soir, etc. Serge a refusé avec beaucoup de courtoisie.
Mais j'imaginais pas à quel point Serge avait enfin, à quel point la portée de l'amitié que concevait Serge à l'égard de Lino. Je m'en suis aperçu au moment de la disparition de Lino que Serge a très très mal pris. J'avais vu disparaître beaucoup de ses amis, alors qu'on le donnait pour être parti le premier, lui, étant donné ses problèmes avec l'alcool, etc. Et son côté déprimé, alors que c'était pas quelqu'un de foncièrement déprimé, c'était quelqu'un qui intériorisait beaucoup, qui gambergeait. Ouais. Donc oui, les lettres, les mots, moi, il me les glissait sous la porte. On était à 2 extrémités de cette maison, et j'étais avec mes copains. Moi, c'était une espèce de petit studio que j'avais. Et tous les matins, tous les soirs, un mot avec et pourquoi, et machin, et les nouvelles, et pourquoi je te vois pas, etc. Donc oui, on a beaucoup... on s'est beaucoup écrit. Ah, quelqu'un aussi qui a beaucoup compté dans sa vie, c'est Jacques Brel. Il était fan de Jacques Brel. Et, je crois réciproquement. Et réciproquement. Ouais. C'est-à-dire que Brel a même écrit une préface dans un coin de loge pour un de ses albums. Ouais. Et il disait toujours, Reggiani, qu'il adorait par-dessus tout Amsterdam, qu'il ne comprenait pas pourquoi elle était en début de programme. Tout simplement, l'histoire est très simple. Oui. Brel écrit cette chanson un soir sur la Côte d'Azur. Il est persuadé que ça ne va pas marcher. Il la met en début de programme. Et les gens se lèvent et demandent un bis. Oui. C'est vrai que, par exemple, on revient au complexe de l'échec, entre guillemets, auquel je ne crois pas du tout, mais où Serge, par exemple, dans la première partie de son parcours avec la chanson, refusait souvent de chanter les chansons qui étaient les plus susceptibles d'avoir du succès. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que Brel était tracard aussi, il avait très très peur avant de rentrer en scène. Il vomissait avant d'entrer en scène. Il vomissait, absolument, avant de rentrer en scène. Et Serge se reconnaissait là-dedans. Par contre, c'est vrai qu'il écrivait pas ses chansons, alors que Brel écrivait... Et Reggiani a dit... Écrivait dans le studio, lui. Oui, directement. Et Reggiani a dit le jour de la mort de Brel, la chanson française est veuve. Et c'est vrai qu'elle a du mal à exister après Brel. Oui, c'est marrant ce gamin qui arrive de Belgique, parce qu'il était tout petit, machin, rikiki, Brel au départ. Et qui devient une espèce de monstre, mais très très vite aussi. Alors il y a aussi... C'est la fulgurance. Et d'ailleurs, le fait qu'il écrive ces chansons en studio à la volée, c'est-à-dire que, vous voyez, comme c'était quelqu'un de tracard, un peu comme Sergio, c'est-à-dire qu'il avait la bête aussi, de la même manière, à l'intérieur un peu. Je me demande jusqu'à quel point... Le côté, il faut que ce soit au dernier moment. Vous voyez ce que je veux dire? De repousser l'échéance. Il faut enregistrer, moi j'écris la chanson. Ouais. C'était très différent. Il y a aussi une chose avec Serge Reggiani, Simon Reggiani, c'est la peinture. Je crois qu'il a commencé un jour à Mougins par hasard. Et moi je me souviens de vernissage d'exposition de Reggiani, parce que dans ces tableaux on fait le tour du monde. Il faisait un peu la gueule parce qu'il n'aimait pas les vernissages. Ouais, mais je crois que ce qu'il aimait c'est peindre. C'est-à-dire que c'est la rassurance. Le début de Force avec d'autres commence donc, il est dans un hôpital qui est en fait l'hôpital de Saint-Cloud, sauf qu'on avait pris une chambre à Reggio. On avait fait la plus jolie, la plus émouvante, parce qu'ensuite c'est du comique, les séquences avec les autres, étaient tournées à Reggio. Et j'avais installé un chevalet, il peignait, et il parlait de Braque, de la notion de repentir. C'est-à-dire que Braque laissait des tableaux qui lui plaisaient pas, la tête au mur, et il les reprenait de temps en temps, etc., jusqu'à ce que ce soit le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était une vraie passion pour lui, la peinture. C'était une passion de tout temps. C'est-à-dire qu'il était admiratif des peintres. Il a été entouré par les peintres. Il s'est fait avoir aussi pas mal en essayant d'acheter des trucs, des faux Renoir, des machins, voilà. Il a perdu pas mal de thunes comme ça. Mais oui, il adorait tout ce qui était... Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces tableaux, depuis les années 90, sont exposés régulièrement dans le monde entier. Serge Reggiani est encore dans les galeries. J'aurais dû garder les miens. Alors. Oui. Excusez-moi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que sur la notion de repentir, c'est que vous pouvez revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Un film, vous avez fait l'acteur, ne pouvait pas revenir. Et donc, il a de compte à rendre à personne, il est là. Moi, je suis devenu bouddhiste. Voilà. Je pense qu'il y a un côté comme ça. Voilà. Jim Carrey, vous savez, l'acteur américain, s'est mis à peindre aussi. Il a arrêté de faire l'acteur maintenant.
ça doit être quelque chose d'assez merveilleux. Moi, c'est avec les chevaux, j'en parlais avec une de vos collègues, là. C'est quelque chose qui lui a fait énormément de bien, quoi. Alors, il faut savoir aussi qu'il a travaillé jusqu'au bout de l'Olympia, mais les dernières années, alors qu'il il était fatigué en coulisses et en pleine forme en scène. C'était extraordinaire. Oui, c'est assez curieux, parce que vraiment, sur la toute fin, il a trouvé un nouveau souffle, un peu. Je me souviens de Michel Legrand, qui lui a écrit un de ses derniers enregistrements. Pas le dernier, mais un des derniers. Et j'avais été le voir, il était hospitalisé, je sais plus où, Sergio. Moi, j'étais en Normandie, je faisais mon truc avec Dostoïevski, machin. Et je voulais qu'il vienne. J'avais une ferme, pour se reposer un peu chez moi, comme il le faisait chez ma demi-sœur Karine, souvent à côté d'Arpajon, à côté de Paris. Et le médecin voulait le garder. Ça, c'est côté aussi. Les gens voulaient le garder. Je dirais, Jenny, je le garde. Mais il m'avait dit, voilà, j'ai dit, alors comment ça se passe avec Legrand, avec Michel Legrand? Il dit, ah, mais tu sais, je suis un vieux maintenant. J'ai jamais considéré, moi, mon père comme, vous voyez ce que je veux dire, comme une vieille personne. C'est-à-dire que c'est pour ça que... Mais il a été jeune jusqu'au bout. Oui. C'est-à-dire que jusqu'au bout, l'Olympia, c'était un jeune homme. Oui, oui. Dans mon film, on parle, à un moment, il va se soulager aux toilettes. Et avant d'aller se soulager, je lui pose une question, puisque je fais le gars qui se renseigne. Je lui dis, devenir adulte, qu'est-ce que c'est? Et il va se soulager, il revient, il dit, devenir adulte, c'est arrêter de tirer la chasse avant d'avoir fini de pisser. C'est-à-dire qu'on ne devient pas adulte, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que à ce moment-là, on regardait les photos de lui en Italie avant l'immigration, où il a une espèce de côté un peu Chaplin, comme ça. Non, Sergio était un éternel enfant. Voilà. Et c'était un enfant, vous le racontez formidablement dans la préface de ce livre, Dernier courrier avant la nuit, chez l'Archipel. Et puis, on retrouvera les chansons et des extraits de télévision dans ce coffret, Reggiani à 100 ans. Ouais. Et merci d'en parler aussi bien, parce que je pense que la jeune génération va encore le découvrir, Serge Reggiani. Je l'espère bien. En tout cas, c'est bien que les gens pensent encore à lui. Oui, et on pense à lui. Et merci, Simon Reggiani, d'en avoir si bien parlé. Merci à vous, je vous en prie. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.